Chapitre 23. Chagrin d'un fonctionnaire. Mais laissons ce petit homme à ses petites craintes. Pourquoi a-t-il pris dans sa maison un homme de cœur tandis qu'il lui fallait l'âme d'un valet? Que ne sait-il choisir ses gens? La marche ordinaire du XIXe siècle est que, quand un prêtre puissant et noble rencontre un homme de cœur, il le tue, l'exile, l'emprisonne ou l'humilie tellement que l'autre a la sottise d'en mourir de douleur. Par hasard ici, ce n'est pas encore l'homme de cœur qui souffre. Le grand malheur des petites villes de France et des gouvernements par élection, comme celui de New York, c'est de ne pas pouvoir oublier qu'il existe au monde des êtres comme M. de Rênal. Au milieu d'une ville de 20 000 habitants, ces hommes font l'opinion publique, et l'opinion publique est terrible dans un pays qui a la charte. Un homme doué d'une âme noble, généreuse, et qui eût été votre ami mais qui habite à 100 lieues, juge de vous par l'opinion publique de votre ville, laquelle est faite par les sots que le hasard a fait naître nobles, riches et modérés. Malheur à qui se distingue. Aussitôt après le dîner, on repartit pour Vergy, mais dès le surlendemain, Julien vit revenir toute la famille à Verrières. Une heure ne s'était pas écoulée qu'à son grand étonnement, il découvrit que madame de Rênal lui faisait mystère de quelque chose. Elle interrompait ses conversations avec son mari dès qu'il paraissait et semblait presque désirer qu'il s'éloignât. Julien ne se fit pas donner 2 fois cet avis. Il devint froid et réservé. Madame de Rênal s'en aperçut et ne chercha pas d'explication. Va-t-elle me donner un successeur, pensa Julien. Avant-hier encore, si intime avec moi. Mais on dit que c'est ainsi que ces grandes dames en agissent. C'est comme les rois, jamais plus de prévenance qu'au ministre qui, en rentrant chez lui, va trouver sa lettre de disgrâce. Julien remarqua que dans ces conversations qui cessaient brusquement à son approche, il était souvent question d'une grande maison appartenant à la commune de Verrières, vieille, mais vaste et commode, et située vis-à-vis l'église, dans l'endroit le plus marchand de la ville. Que peut-il y avoir de commun entre cette maison et un nouvel amant, se disait Julien. Dans son chagrin, il se répétait ces jolis vers de François Ier, qui lui semblaient nouveaux parce qu'il n'y avait pas un mois que madame de Rênal les lui avait appris. Alors par combien de serments, par combien de caresses, chacun de ces vers n'était-il pas démenti? Souvent femme varie, bien folle qui s'y fit. Monsieur de Rênal partit en poste pour Besançon. Ce voyage se décida en 2 heures, il paraissait fort tourmenté. Au retour, il jeta un gros paquet couvert de papier gris sur la table. « Voilà cette sotte affaire, dit-il à sa femme. » 1 heure après, Julien vit l'afficheur qui emportait ce gros paquet. Il le suivit avec empressement. Je vais savoir le secret au premier coin de rue. Il attendait impatient derrière l'afficheur qui, avec son gros pinceau, barbouillait le dos de l'affiche. À peine fut-elle en place que la curiosité de Julien y vit l'annonce fort détaillée de la location aux enchères publiques de cette grande et vieille maison, dont le nom revenait si souvent dans les conversations de M. de Rênal avec sa femme. L'adjudication du bail était annoncée pour le lendemain à 2 heures en la salle de la commune à l'extinction du 3e feu. Julien fut fort désappointé. Il trouvait bien le délai un peu court. Comment tous les concurrents auraient-ils le temps d'être avertis? Mais du reste, cette affiche qui était datée de 15 jours auparavant et qu'il relut tout entière en 3 endroits différents ne lui apprenait rien. Il alla visiter la maison à louer. Le portier ne le voyant pas approcher disait mystérieusement à un voisin. Bah, peine perdue, monsieur Maslon lui a promis qu'il l'aura pour 300 francs, et comme le maire regimbait, il a été mandé à l'évêché par monsieur le grand vicaire de Frilair. L'arrivée de Julien eut l'air de déranger beaucoup les 2 amis, qui n'ajoutèrent plus un mot. Julien ne manqua pas l'adjudication du bail. Il y avait foule dans une salle mal éclairée, mais tout le monde se toisait d'une façon singulière. Tous les yeux étaient fixés sur une table où Julien aperçut dans un plat d'étain 3 petits bouts de bougie allumés. L'huissier criait « 300 francs, messieurs !»« 300 francs, c'est trop fort, dit un homme à voix basse à son voisin. Et Julien était entre deux. « Elle en vaut plus de 800. Je veux couvrir cette enchère. »« C'est cracher en l'air, que gagneras-tu à te mettre à dos monsieur Maslon, monsieur Valenod, l'évêque, son terrible grand vicaire de Frilair et toute la clique. »« 320 francs, dit l'autre en criant. »« Vilaine bête, répliqua son voisin. Et voilà justement un espion d'humeur, ajouta-t-il en montrant Julien. Julien se retourna vivement pour punir ce propos, mais les 2 francs-comtois ne faisaient plus aucune attention à lui. Leur sang-froid lui rendit le sien. En ce moment, le dernier bout de bougie s'éteignit, et la voix traînante de l'huissier adjugeait la maison, pour 9 ans, à M. de Saint-Giraud, chef de bureau à la préfecture de... et pour 330 francs. Dès que le maire fut sorti de la salle, les propos commencèrent.
Voilà 30 francs que l'imprudence de Grosjean vaut à la commune, disait l'un. Mais M. de Saint-Giraud, répondait-on, se vengera de Grosjean, il la sentira passer. Quelle infamie, disait un gros homme à la gauche de Julien. Une maison dont j'aurais donné, moi, 800 francs pour ma fabrique, et j'aurais fait un bon marché. Bah, lui répondait un jeune fabricant libéral, Monsieur de Saint-Giraud n'est-il pas de la congrégation? Ces 4 enfants n'ont-ils pas des bourses? Le pauvre homme, il faut que la commune de Verrières lui fasse un supplément de traitement de 500 francs, voilà tout. Et dire que le maire n'a pas pu l'empêcher, remarquait un troisième, car il est ultra, lui, à la bonne heure, mais il ne vole pas. Il ne vole pas, reprit un autre. Non, c'est pigeons qui volent. Tout cela entre dans une grande bourse commune, et tout se partage au bout de l'an. Mais voilà ce petit Sorel. Allons-nous-en. Julien rentra de très mauvaise humeur. Il trouva madame de Rênal fort triste. « Vous venez de l'adjudication, lui dit-elle. « Oui, madame, où j'ai eu l'honneur de passer pour l'espion de monsieur le maire. S'il m'avait cru, il eût fait un voyage. » À ce moment, monsieur de Rênal parut. Il était fort sombre. Le dîner se passa sans mot dire. Monsieur de Rênal ordonna à Julien de suivre les enfants à Vergy. Le voyage fut triste. Madame de Rênal consolait son mari. « Vous devriez y être accoutumé, mon ami. » Le soir, on était assis en silence autour du foyer domestique. Le bruit du hêtre enflammé était la seule distraction. C'était un des moments de tristesse qui se rencontrent dans les familles les plus unies. Un des enfants s'écria joyeusement. « On sonne, on sonne !» « Morbleu, si c'est monsieur de Saint-Giraud qui vient me relancer sous prétexte de remerciements, s'écria le maire, je lui dirai son fait. C'est trop fort. C'est au Valenod qu'il en aura l'obligation, et c'est moi qui suis compromis. Que dire si ces maudits journaux jacobins vont s'emparer de cette anecdote et faire de moi un monsieur 95 ?» Un fort bel homme, au gros favori noir, entrait en ce moment à la suite du domestique. « Monsieur le maire, je suis il seigneur Géronimo. Voici une lettre que monsieur le chevalier de Beauvaisis, attaché à l'ambassade de Naples, m'a remise pour vous à mon départ. Il n'y a que 9 jours, ajouta le signor Géronimo, d'un air gai en regardant madame de Rênal. Le signor de Beauvaisis, votre cousin et mon bon ami, madame, dit que vous savez l'italien. » La bonne humeur du Napolitain changea cette triste soirée en une soirée fort gaie. Madame de Rênal voulut absolument lui donner à souper. Elle mit toute sa maison en mouvement. Elle voulait à tout prix distraire Julien de la qualification d'espion que, 2 fois dans cette journée, il avait entendu retentir à son oreille. Le signor Géronimo était un chanteur célèbre, homme de bonne compagnie, et cependant fort gai, qualités qui, en France, ne sont guère plus compatibles. Il chanta après souper un petit duettino avec madame de Rênal. Il fit des contes charmants. À 1h du matin, les enfants se récrièrent quand Julien leur proposa d'aller se coucher. « Encore cette histoire, dit l'aîné. »« C'est la mienne, signorino, reprit le signor Géronimo. Il y a 8 ans, j'étais comme vous un jeune élève du conservatoire de Naples. J'entends, j'avais votre âge, mais je n'avais pas l'honneur d'être le fils de l'illustre maire de la jolie ville de Verrières. » Ce mot fit soupirer monsieur de Rênal. Il regarda sa femme. « Le signor Zingarelli, continua le jeune chanteur, outrant un peu son accent qui faisait pouffer de rire les enfants, le signor Zingarelli était un maître excessivement sévère. Il n'est pas aimé au conservatoire, mais il veut qu'on agisse toujours comme si on l'aimait. Je sortais le plus souvent que je pouvais, j'allais au petit théâtre de San Carlino, où j'entendais une musique des dieux. Mais au ciel, comment faire pour réunir les 8 sous que coûte l'entrée du parterre? Somme énorme, dit-il en regardant les enfants, et les enfants de rire. Le signor Giovannone, directeur de San Carlino, m'entendit chanter. J'avais 16 ans. Cet enfant est un trésor, dit-il. Veux-tu que je t'engage, mon cher ami, vint-il me dire. Et combien me donnerez-vous? 40 ducats par mois, messieurs. C'est 160 francs. Je crus voir les cieux ouverts. Mais comment dis-je à Giovannone? Obtenir que le sévère Zingarelli me laisse sortir. Lascia fare a me. Laissez faire à moi, s'écria l'aîné des enfants. Justement, mon jeune seigneur, le signor Giovannone, il me dit « Caro, d'abord un petit bout d'engagement. Je signe, il me donne 3 ducats. Jamais je n'avais vu tant d'argent. Ensuite, il me dit ce que je dois faire. Le lendemain, je demande une audience au terrible signor Zingarelli. Son vieux valet de chambre me fait entrer. « Que me veux-tu, mauvais sujet ?» dit Zingarelli. « Maestro, lui fis-je, je me repens de mes fautes. Jamais je ne sortirai du conservatoire en passant par-dessus la grille de fer. Je vais redoubler d'application. Si je ne craignais pas de gâter la plus belle voix de basse que j'ai jamais entendue, je te mettrais en prison au pain et à l'eau pour 15 jours, polisson. Maestro, repris-je, je vais être le modèle de toute l'école. Credete a me.
Mais je vous demande une grâce, si quelqu'un vient me demander pour chanter dehors, refusez-moi, de grâce, dites que vous ne pouvez pas. Et qui diable veux-tu qui demande un mauvais garnement tel que toi? Est-ce que je permettrai jamais que tu quittes le conservatoire? Est-ce que tu veux te moquer de moi? Décampe, décampe, dit-il en cherchant à me donner un coup de pied au cul. Ou gare le pain sec et la prison. 1 heure après, le signor Giovannone arrive chez le directeur. « Je viens vous demander de faire ma fortune, lui dit-il. Accordez-moi Geronimo, qu'il chante à mon théâtre et cet hiver je marie ma fille. »« Que veux-tu faire de ce mauvais sujet ?» lui dit Zingarelli. « Je ne veux pas, tu ne l'auras pas, et d'ailleurs, quand j'y consentirai, jamais il ne voudra quitter le conservatoire. Il vient de me le jurer. » « Si ce n'est que de sa volonté qu'il s'agit, dit gravement Giovannone, en tirant de sa poche mon engagement. Carta contar, voici sa signature. Aussitôt, Zingarelli, furieux, se pend à sa sonnette. « Qu'on chasse Geronimo du conservatoire » cria-t-il, bouillant de colère. On me chassa donc, moi riant aux éclats. Le soir même, je chantais l'air d'El Moltiplico. Polichinelle veut se marier et compte sur ses doigts les objets dont il aura besoin dans son ménage, et il s'embrouille à chaque instant dans ce calcul. « Ah, veuillez, monsieur, nous chanter cette air, dit madame de Rênal. » Geronimo chanta, et tout le monde pleurait à force de rire. Il signor Geronimo n'alla se coucher qu'à 2 heures du matin, laissant cette famille enchantée de ses bonnes manières, de sa complaisance et de sa gaieté. Le lendemain, monsieur et madame de Rênal lui remirent les lettres dont il avait besoin à la cour de France. Ainsi, partout de la fausseté, dit Julien. Voilà il signor Geronimo qui va à Londres avec 60 000 francs d'appointement. Sans le savoir-faire du directeur de San Carlino, sa voix divine n'eût peut-être été connue et admirée que 10 ans plus tard. Ma foi, j'aimerais mieux être un Geronimo qu'un Rênal. Il n'est pas si honoré dans la société, mais il n'a pas le chagrin de faire des adjudications comme celle d'aujourd'hui, et sa vie est gaie. Une chose étonnait Julien. Les semaines solitaires passées à Verrières dans la maison de M. de Rênal avaient été pour lui une époque de bonheur. Il n'avait rencontré le dégoût et les tristes pensées qu'au dîner qu'on lui avait donné. Dans cette maison solitaire, ne pouvait-il pas lire, écrire, réfléchir sans être troublé? À chaque instant, il n'était pas tiré de ses rêveries brillantes par la cruelle nécessité d'étudier les mouvements d'une âme basse, et encore afin de la tromper par des démarches ou des mots hypocrites. Le bonheur serait-il si près de moi? La dépense d'une telle vie est peu de chose. Je puis à mon choix épouser mademoiselle Élisa ou me faire l'associé de Fouquet. Mais le voyageur qui vient de gravir une montagne rapide s'assied au sommet et trouve un plaisir parfait à se reposer. Serait-il heureux si on le forçait à se reposer toujours? L'esprit de madame de Rênal était arrivé à des pensées fatales. Malgré ses résolutions, elle avait avoué à Julien toute l'affaire de l'adjudication. Il me fera donc oublier tous mes serments, pensait-elle. Elle eût sacrifié sa vie sans hésiter pour sauver celle de son mari si elle l'eût vu en péril. C'était une de ces âmes nobles et romanesques pour qui apercevoir la possibilité d'une action généreuse et ne pas la faire est la source d'un remords presque égal à celui du crime commis. Toutefois, il y avait des jours funestes où elle ne pouvait chasser l'image de l'excès de bonheur qu'elle goûterait si, devenant veuve tout à coup, elle pouvait épouser Julien. Il aimait ses fils beaucoup plus que leur père. Malgré sa justice sévère, il en était adoré. Elle sentait bien qu'épousant Julien, il fallait quitter ce Vergy dont les ombrages lui étaient si chers. Elle se voyait vivant à Paris, continuant à donner à ses fils cette éducation qui faisait l'admiration de tout le monde. Ses enfants, elle, Julien, tous étaient parfaitement heureux. Étrange effet du mariage tel que l'a fait le XIXe siècle. L'ennui de la vie matrimoniale fait périr l'amour sûrement, quand l'amour a précédé le mariage. Et cependant, dirait un philosophe, il amène beaucoup chez les gens assez riches pour ne pas travailler, l'ennui profond de toutes les jouissances tranquilles. Et ce n'est que les âmes sèches, parmi les femmes, qui ne prédisposent pas à l'amour. La réflexion du philosophe me fait excuser madame de Rênal, mais on ne l'excusait pas à Verrières, et toute la ville, sans qu'elle s'en doutât, n'était occupée que du scandale de ses amours. À cause de cette grande affaire, cet automne-là, on s'y ennuya moins que de coutume. L'automne, une partie de l'hiver, passèrent bien vite. Il fallut quitter les bois de Vergy. La bonne compagnie de Verrières commençait à s'indigner de ce que ces anathèmes faisaient si peu d'impression sur M. de Rênal. En moins de 8 jours, des personnes graves qui se dédommagent de leur sérieux habituel par le plaisir de remplir ces sortes de missions lui donnèrent les soupçons les plus cruels, mais en se servant des termes les plus mesurés.
M. Valenod, qui jouait serré, avait placé Élisa dans une famille noble et fort considérée, où il y avait 5 femmes. Élisa, craignant, disait-elle, de ne pas trouver de place pendant l'hiver, n'avait demandé à cette famille que les 2/3 à peu près de ce qu'elle recevait chez M. le maire. D'elle-même, cette fille avait eu l'excellente idée d'aller se confesser à l'ancien curé Chélan et en même temps au nouveau afin de leur raconter à tous les deux le détail des amours de Julien. Le lendemain de son arrivée, dès 6 heures du matin, l'abbé Chélan fit appeler Julien. « Je ne vous demande rien, lui dit-il. Je vous prie, et au besoin je vous ordonne, de ne me rien dire. J'exige que sous 3 jours vous partiez pour le séminaire de Besançon ou pour la demeure de votre ami Fouquier, qui est toujours disposé à vous faire un sort magnifique. J'ai tout prévu, tout arrangé, mais il faut partir et ne pas revenir d'un an à Verrières. » Julien ne répondit point. Il examinait si son honneur devait s'estimer offensé des soins que M. Chélan, qui après tout n'était pas son père, avait pris pour lui. « Demain, à pareille heure, j'aurai l'honneur de vous revoir, dit-il enfin au curé. M. Chélan, qui comptait l'emporter de haute lutte sur un si jeune homme, parla beaucoup. Enveloppé dans l'attitude et la physionomie la plus humble, Julien n'ouvrit pas la bouche. Il sortit enfin et courut prévenir Madame de Rênal qu'il trouva au désespoir. Son mari venait de lui parler avec une certaine franchise. La faiblesse naturelle de son caractère s'appuyant sur la perspective de l'héritage de Besançon l'avait décidé à la considérer comme parfaitement innocente. Il venait de lui avouer l'étrange état dans lequel il trouvait l'opinion publique de Verrières. Le public avait tort, il était égaré par des envieux. Mais enfin, que faire ? Madame de Rênal eut un instant d'illusion que Julien pourrait accepter les offres de M. Valenod et rester à Verrières. Mais ce n'était plus cette femme simple et timide de l'année précédente. Sa fatale passion, ses remords l'avaient éclairée. Elle eut bientôt la douleur de se prouver à elle-même, tout en écoutant son mari, qu'une séparation au moins momentanée était devenue indispensable. Loin de moi, Julien va retomber dans ses projets d'ambition si naturels quand on n'a rien. Et moi, grand Dieu, je suis si riche et si inutilement pour mon bonheur. Il m'oubliera. Aimable comme il est, il sera aimé, il aimera. Ah, malheureuse, de quoi puis-je me plaindre? Le ciel est juste, je n'ai pas eu le mérite de faire cesser le crime, il m'ôte le jugement. Il ne tenait qu'à moi de gagner Élisa à force d'argent, rien ne m'était plus facile. Je n'ai pas pris la peine de réfléchir un moment. Les folles imaginations de l'amour absorbaient tout mon temps. Je péris. Julien fut frappé d'une chose. En apprenant la terrible nouvelle du départ à Madame de Rênal, il ne trouva aucune objection égoïste. Elle faisait évidemment des efforts pour ne pas pleurer. « Nous avons besoin de fermeté, mon ami. » Elle coupa une mèche de ses cheveux. « Je ne sais pas ce que je ferai, lui dit-elle, mais si je meurs, promets-moi de ne jamais oublier mes enfants. De loin ou de près, tâche d'en faire d'honnêtes gens. S'il y a une nouvelle révolution, tous les nobles seront égorgés. Leur père s'émigrera peut-être à cause de ce paysan tué sur un toit. Veille sur la famille. Donne-moi ta main. Adieu, mon ami. Ce sont ici les derniers moments. Ce grand sacrifice fait, j'espère qu'en public, j'aurai le courage de penser à ma réputation. » Julien s'attendait à du désespoir. La simplicité de ses adieux le toucha. « Non, je ne reçois pas ainsi vos adieux. Je partirai, ils le veulent. Vous le voulez vous-même. Mais 3 jours après mon départ, je reviendrai vous voir de nuit. » L'existence de Madame de Rênal fut changée. Julien l'aimait donc bien, puisque de lui-même il avait trouvé l'idée de la revoir. Son affreuse douleur se changea en un des plus vifs moments de joie qu'elle eût éprouvé de sa vie. Tout lui devint facile. La certitude de revoir son ami était à ces derniers moments tout ce qu'ils avaient de déchirant. Dès cet instant, la conduite comme la physionomie de Madame de Rênal fut noble, ferme et parfaitement convenable. Monsieur de Rênal rentra bientôt. Il était hors de lui. Il parla enfin à sa femme de la lettre anonyme reçue de moi auparavant. « Je veux la porter au casino, montrer à tous qu'elle est de cet infâme Valenod que j'ai pris à la besace pour en faire un des plus riches bourgeois de Verrières. Je lui en ferai honte publiquement, et puis me battrai avec lui. Ceci est trop fort. » « Je pourrais être veuve, grand Dieu, pensa Madame de Rênal, mais presque au même instant, elle se dit « Si je n'empêche pas ce duel, comme certainement je le puis, je serai la meurtrière de mon mari. » Jamais elle n'avait ménagé sa vanité avec autant d'adresse. En moins de 2 heures, elle lui fit voir, et toujours par des raisons trouvées par lui, qu'il fallait marquer plus d'amitié que jamais à M. Valenod, et même reprendre Élisa dans la maison. Madame de Rênal eut besoin de courage pour se décider à revoir cette fille, cause de tous ses malheurs. Mais cette idée venait de Julien.
Enfin, après avoir été mis 3 ou 4 fois sur la voie, M. de Rênal arriva tout seul à l'idée financièrement bien pénible que ce qu'il y aurait de plus désagréable pour lui, ce serait que Julien, au milieu de l'effervescence et des propos de tout Verrières, y restât comme précepteur des enfants de M. Valenod. L'intérêt évident de Julien était d'accepter les offres du directeur de dépôt de mendicité. Il importait au contraire à la gloire de M. de Rênal que Julien quittât Verrières pour entrer au séminaire de Besançon ou à celui de Dijon. Mais comment l'y décider? Et ensuite comment y vivrait-il? M. de Rênal, voyant l'imminence du sacrifice d'argent, était plus au désespoir que sa femme. Pour elle, après cet entretien, elle était dans la position d'un homme de cœur qui, las de la vie, a pris une dose de stramonium. Il n'agit plus que par ressort, pour ainsi dire, et ne porte plus d'intérêt à rien. Ainsi, il arriva à Louis XIV mourant de dire « Quand j'étais roi », parole admirable. Le lendemain, dès le grand matin, M. de Rênal reçut une lettre anonyme. Celle-ci était du style le plus insultant. Les mots les plus grossiers applicables à sa position s'y voyaient à chaque ligne. C'était l'ouvrage de quelque envieux subalterne. Cette lettre le ramena à la pensée de se battre avec M. Valenod. Bientôt son courage alla jusqu'aux idées d'exécution immédiate. Il sortit seul et alla chez l'armurier prendre des pistolets qu'il fit charger. Au fait, se disait-il, l'administration sévère de l'empereur Napoléon reviendrait au monde, que moi je n'ai pas un sou de friponnerie à me reprocher. J'ai tout au plus fermé les yeux, mais j'ai de bonnes lettres dans mon bureau qui m'y autorisent. Madame de Rênal fut effrayée de la colère froide de son mari. Elle lui rappelait la fatale idée de veuvage qu'elle avait tant de peine à repousser. Elle s'enferma avec lui. Pendant plusieurs heures, elle lui parla en vain. La nouvelle lettre anonyme le décidait. Enfin, elle parvint à transformer le courage de donner un soufflet à M. Valenod en celui d'offrir 600 francs à Julien pour une année de sa pension dans un séminaire. M. de Rênal, maudissant 1000 fois le jour où il avait eu la fatale idée de prendre un précepteur chez lui, oublia la lettre anonyme. Il se consola un peu par une idée qu'il ne dit pas à sa femme. Avec de l'adresse et en se prévalant des idées romanesques du jeune homme, il espérait l'engager pour une somme moindre à refuser les offres de M. Valenod. Madame de Rênal eut bien plus de peine à prouver à Julien que, faisant aux convenances de son mari le sacrifice d'une place de 800 francs que lui offrait publiquement le directeur du dépôt, il pouvait sans honte accepter un dédommagement. « Mais, disait toujours Julien, jamais je n'ai eu, même pour un instant, le projet d'accepter ces offres. Vous m'avez trop accoutumé à la vie élégante, la grossièreté de ces gens-là me tuerait. » La cruelle nécessité, avec sa main de fer, plia la volonté de Julien. Son orgueil lui offrait l'illusion de n'accepter que comme un prêt la somme offerte par le maire de Verrières et de lui en faire un billet portant remboursement dans 5 ans avec intérêt. Madame de Rênal avait toujours quelques milliers de francs cachés dans la petite grotte de la montagne. Elle les lui offrit en tremblant et sentant trop qu'elle serait refusée avec colère. « Voulez-vous, lui dit Julien, rendre le souvenir de nos amours abominables ?» Enfin, Julien quitta Verrières. M. de Rênal fut bien heureux. Au moment fatal d'accepter de l'argent de lui, ce sacrifice se trouva trop fort pour Julien. Il refusa net. M. de Rênal lui sauta au cou les larmes aux yeux. Julien lui ayant demandé un certificat de bonne conduite, il ne trouva pas dans son enthousiasme de termes assez magnifiques pour exalter sa conduite. Notre héros avait 5 louis d'économie et comptait demander une pareille somme à Fouquier. Il était fort ému, mais à une lieue de Verrières, où il laissait tant d'amour, il ne songea plus qu'au bonheur de voir une capitale, une grande ville de guerre comme Besançon. Pendant cette courte absence de 3 jours, Madame de Rênal fut trompée par une des plus cruelles déceptions de l'amour. Sa vie était passable, il y avait entre elle et l'extrême malheur cette dernière entrevue qu'elle devait avoir avec Julien. Elle comptait les heures, les minutes qui l'en séparaient. Enfin, pendant la nuit du 3e jour, elle entendit de loin le signal convenu. Après avoir traversé 1000 dangers, Julien parut devant elle. De ce moment, elle n'eut plus qu'une pensée. C'est pour la dernière fois que je le vois. Loin de répondre aux empressements de son ami, elle fut comme un cadavre à peine animé. Si elle se forçait à lui dire qu'elle l'aimait, c'était d'un air gauche, qui prouvait presque le contraire. Rien ne put la distraire de l'idée cruelle de séparation éternelle. Le méfiant Julien crut un instant être déjà oublié. Ses mots piqués dans ce sens ne furent accueillis que par de grosses larmes coulant en silence et des serrements de main presque convulsifs. « Mais grand Dieu, comment voulez-vous que je vous croie ?» répondait Julien aux froides protestations de son ami. « Vous montreriez 100 fois plus d'amitié sincère à Madame Derville à une simple connaissance. » Madame de Rênal, pétrifiée, ne savait que répondre. « Il est impossible d'être plus malheureuse.
J'espère que je vais mourir. Je sens mon cœur se glacer. » Telles furent les réponses les plus longues qu'il put en obtenir. Quand l'approche du jour vint rendre le départ nécessaire, les larmes de madame de Rênal cessèrent tout à fait. Elle le vit attacher une corde nouée à la fenêtre, sans mot dire, sans lui rendre ses baisers. En vain, Julien lui disait « Nous voici arrivés à l'état que vous avez tant souhaité. Désormais vous vivrez sans remords. À la moindre indisposition de vos enfants, vous ne les verrez plus dans la tombe. »« Je suis fâchée que vous ne puissiez pas embrasser Stanislas, lui dit-elle froidement. Julien finit par être profondément frappé des embrassements sans chaleur de ce cadavre vivant. Il ne put penser à autre chose pendant plusieurs lieues. Son âme était navrée, et avant de passer la montagne, tant qu'il put voir le clocher de l'église de Verrières, souvent il se retourna.